Imhotep Bekaneffer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Comme toujours, nous sommes dans la rubrique, nous vous recevons dans la rubrique Renaissance kémétique. Renaissance kémétique, il fait partie de ce que nous appelons la culture kémétique. Et aujourd'hui, nous allons affronter un thème important que nous avons commencé dernièrement. Et dans le studio, encore aujourd'hui, nous allons voir les Kanem de l'Académie de la culture noire kémétique, Jedef Raotep. Aujourd'hui, nous allons affronter un sujet intéressant, le Code noir et la monarchie royale Sirkama. Alors, nombreux vont se poser la question, c'est quoi le Code noir? Alors, je vais ici lire ce qui est le Code noir. Le Code noir est dit: les codes noirs ou recueils des règlements rendus jusqu'à présent concernant le gouvernement, l'administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies françaises et les conseils des compagnies établis à ce sujet. Une lecture très importante. Parce qu'il dit ceci, il dit les codes noirs ou recueils des règlements rendus jusqu'à présent. Nous allons essayer de comprendre en fait quelle est l'origine du code noir. Alors, pour comprendre l'origine du code noir, nous allons encore essayer d'aller chercher encore dans les nets. On n'a pas préparé cela. Nous allons justement aller voir qu'est-ce qu'on nous raconte sur les nets. Il y a une présentation qui est faite en anglais, je vais chercher, ok, je trouve. Le Code noir de 1685. Il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le ministre Jean-Baptiste Colbert, 1616-1683. Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La seconde version fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 n'ont pas été repris dans la version de 1724. Le texte qui suit est celui du ministre Colbert, et puis là on rentre dans une disposition linguistique. Alors la chose qui attire l'intention quand on va dans le Code noir, je dirais ici par exemple, c'est un document qui régit les colonies. Et je ne pense pas qu'il y a un seul école dans ces colonies en Afrique où on enseigne l'existence du Code noir. Plus de 80% des personnes pour lesquelles ces codes régissent toute la vie sont complètement inconscients de l'existence de ces codes. Ce qui est frappant quand on lit les codes, on dit que c'est un recueil de règlements rendu jusqu'à présent concernant le gouvernement, l'administration de la justice, la police incluant l'armée, la discipline et les commerces des nègres des pays noirs des colonies. Et ce document-là est un document royal. Alors, l'idée est que nous avons en Afrique, et l'idée c'est lui d'une l'idée d'une monarchie, d'une démocratie. Mais quel genre de démocratie dans la mesure où, par exemple, je disais, on est sous les joutes d'une démocratie qui nous a été présentée dans les années 60. Ok? Du 13e siècle, fin 13e siècle, début 14e siècle, nous avons une histoire qui va jusqu'à 1885. 1884-1885, c'est la conférence de Berlin. Et puis c'est le début de la colonisation. Et de 1885 à 1960, c'est les indépendances. Le document en question, il date déjà de 1685. 1600. C'est-à-dire déjà 200 ans avant qu'on ne parle de... Exactement. C'est 200 ans enfin, parce que ces documents-là, c'est ce qui régit tout l'espace vital colonial. En 1885, maintenant, il y a un partage des intérêts. Tu vois. Mais quand on parle du Code noir,
où qu'on parle des documents que personne n'a jamais vus. Parce que tous parlent de la conférence de Berlin 1985, on dit on a partagé l'Afrique. Mais il y a des documents officiels. Oui. Il y a des documents officiels, des documents royaux qui ont été signés. Et ces documents-là n'ont jamais été abrogés. D'autant plus qu'on voit, par exemple, avec les codes noirs, quand la Martinique, la Guadeloupe et l'Haïti cherchent d'avoir leur indépendance, la France refuse d'abroger les codes noirs. Mais 1885, ces règles n'ont jamais été abrogées parce qu'en 1885, ce n'étaient pas des politiciens qui siégeaient, c'était des royaux. N'oublions pas, Christophe Colomb, Diego Cao, Livingstone, tous ces gens-là avaient été financiers par la couronne et non par le gouvernement. Ça, c'est une notion que nous ne comprenons pas très bien de nos jours. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort un rapport assez étrange. Dans la mesure où nous pensons être indépendants, c'est-à-dire la notion de la démocratie. La notion de la démocratie, c'est avoir un président, avoir un gouvernement élu du peuple, avoir un parlement et un sénat. Mais ça existait déjà. Les sénats, les parlements nés chez César, à Rome qui était un impérateur. Quand on utilise tous les systèmes royaux, il y avait toujours des émissaires royaux. Okay. Les émissaires royaux étaient ceux qui représentaient la bourgeoisie, étaient choisis parmi les bourgeois. Et donc cela représentait les sénats. Le peuple avait toujours des gens qui allaient intercéder à leur faveur. Les gens qui allaient visiter. Quand vous vous souvenez des films qu'on voyait avec des familles royaux, il y avait le roi recevait des gens des représentants du peuple. Et c'est ça, ceux qui venaient parler. Donc, ça veut dire que, parce que même les personnes royaux qui appartenaient aux pays occidentaux qui ont signé certains documents, comme la France par exemple, maintenant on ne parle plus de roi ou de reine de France. Donc c'est comme si on a fait oublier la royauté qui existe réellement, qui est au pouvoir, mais on l'a fait oublier en Occident comme on l'a fait oublier en Afrique. On la rend invisible. Et parce que la royauté, qu'est-ce que ces raisonnements nous portent à réaliser? L'Afrique est sous tutelle. Et l'Afrique a été conquise par les royaux. Les colonisateurs, c'était des royaux. Ok. Quand on est envahi, ça dit c'est un pays qui a été conquis, vous êtes absorbé dans cette royauté. Et vous allez, en étudiant par exemple l'histoire de Rome, qui était un des empires les plus conquérants, vous allez voir qu'il y avait des états vassals. Alors quand un autre état avait été conquis, les nobles avaient été éliminés, ou allaient en exil, ou on élimine, ou c'est l'exil. Le peuple était devenu des peuples romains, était absorbé comme peuple romain, mais ils n'avaient pas les statuts romains. C'était des peuples romains de seconde catégorie. Il était reconnu dans la Rome antique qu'ils avaient des habits plus sales que les Romains. Les Romains étaient plus bien habillés et ils étaient un peu plus... On les reconnaissait. C'était des gens des peuples qui avaient été conquis par la Rome, mais n'étaient pas acceptés en tant qu'individus. La France, là, avec par exemple ce qu'on appelle la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est le même principe. La Légion étrangère, on l'a repris directement de Rome. Parce que quand Rome conquisait un territoire, les militaires de cette armée-là étaient absorbés dans l'armée romaine, mais n'avaient pas les droits de défiler avec les militaires romains. Alors, ce que l'on ne réalisait pas, qu'en Afrique, nous sommes des États vassaux royaux, des protectorats vassaux royaux. C'est ainsi qu'en termes de rapports diplomatiques, par exemple, l'interlocuteur de la République démocratique du Congo, c'est la Belgique. Pourquoi pas la France? Parce qu'il y a un rapport de ce genre. Les dirigeants soi-disant africains, quand ils sont nommés, où est-ce qu'ils vont? Ils vont en Europe recevoir leur mandat. Parce que leur mandat n'est pas populaire. Et nous l'avons démontré. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonctionnement qui a toujours été. La royauté a toujours été. La royauté est même nécessaire. Pourquoi? Parce que les royautés, c'est ce qui est. C'est-à-dire, la monarchie, c'est elle qui prend soin du peuple. Les ministres
administrent, ce sont des administrateurs. Ils administrent ce qui appartient au peuple après mandat royal. Et quand ils siègent, ils ont quelqu'un qui coordonne leurs activités quand ils siègent. Ça, c'est les présidents. Président, ça signifie celui qui présiège. Le rôle du président, c'est seulement quand il y a des réunions où il présiède. On nous a fait penser que les présidents étaient les chefs de l'État. Non. Oui, de l'État en tant que bureau. Les présidents et les chefs de l'État en tant que bureau exécutif, administratif. Mais le président n'est pas le chef du peuple. Parce que le peuple ne siège pas. C'est lui qui conduit les activités du peuple, c'est la souveraineté, c'est la monarchie. Et il a toujours été ainsi. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que la démocratie est une farce. La démocratie cache derrière elle la monarchie. Elle cache derrière elle la monarchie parce qu'elle en est toujours ainsi. Une recherche qui a été faite, et ça on a déjà parlé de ça, qui a montré que tous les pays de l'Europe ont des monarques. Tous. Connus ou pas, tous les pays de l'Europe ont des monarques. Et quand nous regardons les pays où les monarques sont puissants, ce sont les pays qui sont les mieux économiquement. Okay, partout. Les seules parties du monde où la monarchie a perdu tout pouvoir et toute légitimité, c'est l'Afrique. Les territoires habités par les Kamites. On a perdu cette compréhension. Mais le fait est qu'en Occident, ils ont joué en faisant croire que la monarchie avait disparu. Oui, on a fait penser que la monarchie... en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es un fourmi, okay, et tu mets la main à 5 mètres, à 1 mètre du fourmi, la fourmi est en mesure de voir la main. Quand tu commences à descendre ta main, descendre ta main, elle devient à 5 cm de la fourmi ne sait plus voir. La fourmi ne sait plus voir. Parce qu'elle est tellement grande qu'elle ne peut plus l'observer. C'est ce qu'a fait la monarchie occidentale. La monarchie occidentale s'est tellement ramifiée. Et elle est devenue tellement énorme qu'elle est devenue invisible. Mais son action est toujours aussi permissive. Ça, c'est pour le monde occidental. Mais pour nous, nous avons pensé vivre dans des États plus ou moins indépendants, avec certaines ingérences coloniales. On dit non, il y a ingérence coloniale, il y a ingérence de l'Occident. Non, il n'y a pas ingérence de l'Occident, il y a gestion directe. Parce que les codes noirs, les codes noirs où recueillent des règlements rendus jusqu'à présent. Ce n'est pas jusqu'à hier, c'est jusqu'à présent. On parle dans le temps présent. Concernant les gouvernements, c'est-à-dire qui dirige les gouvernements en Afrique est régi par les codes noirs. Concernant l'administration de la justice, les avocats et toutes les instituts où on forme les avocats sont régis par les codes noirs. La police et l'armée sont régis par les codes noirs. La discipline, c'est-à-dire la morale, l'éthique, sont régis par les codes noirs. Les commerces sont régis par les codes noirs. Et ça, c'est un document important qui régit des millions de vies. Et ces millions de vies n'ont aucune raison d'existence de ces codes. Aujourd'hui, nous trouvons devant cette émergence. Nous nous trouvons devant ces points que nous ne pouvons absolument pas nier. Nous ne pouvons absolument pas nier et réaliser que nous ne sommes pas des citoyens appartenant à des États indépendants. Parce que nos États dits indépendants, du point de vue du droit, sont considérés comme des corporations, des sociétés. Elles sont tous enregistrés aux États-Unis comme des corporations. Qui a enregistré ces États comme des corporations? Les royaumes. Ce sont des royaumes. Il n'y a un président africain n'a pas l'autorité pour enregistrer un pays comme une corporation. Cette autorité n'est que royale, n'est que monarchique. Quand on dit que, parce que on est conscient, on dit maintenant oui, les pays africains sont enregistrés comme des corporations aux États-Unis. Mais la corporation, c'est une compagnie appartenant à une personne. La question qu'on ne se pose pas, qui les a enregistrés comme corporation?
qui les a enregistrés comme corporation, qui siège aux réunions, pas dit une corporation est gérée, il y a des, comme on appelle, il y a une expression qu'on dit quand il y a une corporation, shareholder. Les shareholders, c'est les actionnaires qui siègent au conseil d'administration. Parce qu'il y a administrateur et conseil d'administration qui sont deux choses différentes. Au conseil d'administration de ces corporations qu'on appelle aujourd'hui les pays africains qui siègent, les royaux, les conférences de 1885 n'étaient qu'un début. On peut maintenant, avec l'évolution de la pensée, considérer 1885 comme c'était une réunion annuelle des administrateurs, du conseil d'administration colonial. Mais ça s'est répété parce que ce sont des corporations. Si ce sont des corporations, chaque fin d'année, il y a déclaration d'utilité, déclaration de combien d'argent c'est produit et il y a le conseil. Ça dit 1885, c'est produit année par année. Jusqu'à aujourd'hui, calculé de 1885 en 2019, combien de conseils d'administration ont siégé en chef. Et ce sont les royautés qui siègent. Ils siègent pourquoi? Parce que la royauté africaine a été envoyée à l'hosto. C'est-à-dire, elle a été mise en pension. Elle est au chômage. Elle a disparu. Et on a pris toute cette manifestation importante de la structure africaine, on l'a simplifiée à des simples chefs coutumiers. Parce que les royaumes, si seul le royaume compte, le fait que les territoires ont été divisés, les royaumes n'ont plus de forme physique, on va dire, en théorie. Donc à partir de ce moment-là, la structure même qui était existante ne peut plus être opérationnelle. Elle n'est plus opérationnelle, certains points de vue, mais on doit nous réaliser, c'est les royaumes Congo. Ce n'est pas une question d'espace géographique. Oui. Les royaumes Congo est question des sujets à la couronne Congo qui se reconnaissent en tant qu'État. Et si je dois faire un calcul mathématique, il en sort quoi? Il en sort que le royaume Congo est un des royaumes les plus grands du monde aujourd'hui, parce que les sujets Congo sont partout dans le monde. On est en Afrique centrale, on occupe une grande partie, la totalité de l'Afrique centrale. On est en Amérique du Sud. On est en Amérique du Sud, on occupe la grande portion de l'Amérique du Sud. Et ce n'est pas tout, on est un peu partout, on est éparpillé, et c'est un des royaumes. Si nous pouvons raisonner un moment, selon ce point de vue-là, nous sommes un des royaumes les plus énormes, les plus grands en étendue. Ça signifie que nous allons prendre toutes les propriétés appartenant au Congo. Et c'est comme ça on dit la France n'est pas un petit pays, parce qu'illégalement on somme à la France toutes les îles. Tout comme le Vatican. Ce n'est pas la petite parcelle qui est au centre de Rome. Mais on somme toutes les églises, toutes les paroches, on fait cette somme-là. Alors si je devais faire la somme du royaume Congo, je prendrais tous les espaces des propriétés Congo en mettant toute l'Amérique du Sud à l'intérieur. Et c'est ça l'étendue du royaume Congo. Aujourd'hui, c'est une manifestation, c'est une entité la plus énorme. Et on est partout. Et c'est à ce moment-là que ces discours commencent à prendre un élan complètement différent. Quand on arrive à la réalisation, on doit arriver à la réalisation que le système impérial est nécessaire et important. La monarchie africaine, la monarchie Kouch, Kamit, Congo, doit reprendre son plan. Elle doit reprendre sa place. Nous n'avons pas de chef coutumier. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui aussi? J'entendais la reine Diambi en a parlé. Bien de fois, beaucoup de personnes ont refusé leurs titres royaux, leurs titres culturels, parce qu'ils ont été séduits par les titres qui leur ont été accordés dans des États qui les considèrent comme des personnes vassales. Parce que c'est ça les points. Quand tu es congolais, la République démocratique du Congo, tu es un sujet de la couronne belge, mais sans identité belge. Direct. Tu peux aller demander la nationalité belge pour avoir vécu en Belgique, on t'a condamné, ainsi de suite, mais ça ne change pas les faits. Que toi, tu aies obtenu la nationalité belge parce que
des droits tu l'obtiens, ok, par rapport à la jurisprudence belge actuelle, mais que toi tu sois congolais de souche de la République démocratique du Congo, tu es insigé à la couronne belge. Tu penses que tu es en train de mourir de faim. Il faut savoir qu'à la bourse, ton pays rapporte des millions de dollars et toi tu es un produit de cette machine-là, de cette corporation-là. Et cet argent-là va à la couronne qui se réclame propriétaire de ta propre personne. Tu es Congo, un fils de la nationalité du Congo d'Anfois, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Vous êtes sujet à la couronne française. D'autant plus que, je ne sais pas s'il est encore en vigueur, après la colonisation, pour être président de la République ou ministre d'un certain des États qui étaient des colonies françaises, il fallait avoir la nationalité française. C'est comme ça qu'on trouvait beaucoup vers les Togo, Bénin, Mali, il y avait beaucoup de gens qui avaient la nationalité française. Pourquoi? Parce que pour accéder à un certain niveau, il fallait être un Français. La plupart ont fait leurs études en France, de toute façon. Exactement. Le même vaut pour l'Angleterre. Tu es du Kenya, de l'Afrique du Sud, tu es un sujet de la couronne anglaise. Mais tu n'es pas accepté comme entité juridique de cet État. Tu n'es qu'accepté comme commodité. Tu es une commodité. C'est-à-dire, commodité signifie bien d'utilité. Tu es accepté comme bien d'utilité, mais tu n'es pas accepté comme entité juridique. Tu n'as aucun droit par rapport à cette couronne. Mais tu as des devoirs qui te sont masqués, mais auxquels tu agis, tu te conformes chaque jour de ta vie. Ça, c'est une réalisation auquel nous devons arriver de manière puissante. Parce que nous devons nous en sortir de cette situation-là. Il n'y a pas un État. Un président n'a aucun pouvoir devant un royaume. Aucun. Un ministre encore moins. L'un président de la République, aussi charismatique puisse-t-il être, n'a pas les pouvoirs juridiquement reconnus par tout le monde, par des pouvoirs abroger une loi émise par un royal. C'est-à-dire, dans la structure d'organisation du pouvoir démocratique tel que nous l'avons conçu en Afrique, il n'y a aucune personne, même pas le colonel Kadhafi, qui avait assez de pouvoir pour abroger par exemple les codes noirs. Ou par exemple pour remettre en question la validité des traités de 1885, ni même demander de les visionner un roi aussi. Il faut un roi pour abroger. Il faut un souverain pour abroger les lois émises par un souverain. Et ça, c'est, comme on dit, les fruits, hein, les raisins sur le gâteau. Et là, on réalise notre point. Quand nos royaumes sont réussis ici en Europe, ils sont réussis par les familles royaux aussi. Ils sont reconnus en tant que royaux. Mais en Afrique, on étouffe leur présence. Pourquoi? Parce que pour qu'un royaume maintenant puisse avoir la capacité de pouvoir remettre en question les titres signés par Louis XIV, il doit avoir la popularité. On est royaux, oui, c'est comme la reine d'Angleterre. Elle restera reine pour toujours. Toujours. Il n'y a personne qui peut lui enlever ces titres-là. Mais les peuples qui sont derrière elle lui confèrent le pouvoir. La reine anglaise, ils ont le Commonwealth. C'est-à-dire, elle est reine de l'Angleterre, elle est reine du Canada, elle est reine de l'Australie, elle est reine des États-Unis, elle est reine de tous les pays en Afrique et toutes les îles anglaises. C'est donc des milliards de personnes. Et donc, elle a un titre qu'il faut. Et c'est là qu'il faut la puissance. Pourquoi nos rois reines aujourd'hui n'ont aucune possibilité? Parce que même s'ils ont des titres, qu'ils sont les leurs, et tout le monde doivent les reconnaître obligatoire. Un royaume ne peut pas nier la royauté d'un autre. Mais la mesure qui s'impose à ce moment-là, c'est la popularité. Il faut que le peuple soit derrière le roi. Exactement. Pourquoi on ne se pose pas au Maroc? Parce qu'il y a une royauté.
Et la royauté marocaine est reconnue partout. Et le Maroc, il n'y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Parce qu'il y a le peuple marocain qui est conscient de la royauté et soutient cette royauté. C'est le peuple qui confère le pouvoir. C'est le peuple qui confère le pouvoir à la royauté. Mais quand le peuple est ignorant de sa royauté et qu'il est soumis à la politique, pourquoi? Parce que les politiciens gèrent les affaires, ne gèrent pas le peuple. Il n'y a aucun État dans le monde où les politiciens gèrent le peuple, ils gèrent les affaires. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, ce n'est pas que les politiciens nous gèrent. Non, les politiciens gèrent les affaires royaux. Les politiciens congolais, qu'ils puissent être Kabila, Mobutu, Tshisekedi, tout ce que l'on peut dire, gèrent les affaires au nom du titre de la couronne belge. Et ceux qui ont dit non ont payé le prix, le Lumumba. Ceux qui ont dit non à la couronne française ont payé le prix Sankara. Et la liste est longue, elle est infinie. Nous ne sommes pas des pays faibles où l'Europe impose une marche de par sa force. Nous sommes des États vassaux. Si on dit vassaux, on dit comment? Vassal, État vassal ou État vassaux? Nous sommes des États vassals. Et les codes noirs régissent. Parce que tous les documents qui régissent la vie en Afrique sont promulgués par des royaumes orientaux. Ça prend tout son sens. Occidentaux, pas orientaux. Ouais. Quand on a cette information-là, ça prend beaucoup plus de sens quand on voit comment, par exemple, la France peut décider de qui va être président ou même de quoi faire avec le président, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Absolument. Babou a été mis en prison. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont décidé un jour d'aller prendre Babou, ils sont allés prendre Babou. C'est comme la CPI. On se dit comment une juridiction peut décider de faire ce qu'il veut d'un président. Exactement. Comment la CPI a autant de pouvoir? On n'a jamais vu la CPI aller se gérer des affaires des Chinois ou de la Chine. Pourquoi? Exactement. Elle ne peut pas s'occuper de la Chine parce que la Chine est royale. Il y a la monarchie. Elle ne peut pas s'occuper du Japon, mais elle peut s'occuper de nous parce que l'Afrique, c'est le seul coin du monde où la monarchie a été détruite et elle ne s'est plus régénérée. Pourquoi elle s'occupe de cela? Parce qu'il y a un mandat royal. La CPI a un mandat royal de ceux qui sont propriétaires par titre royal des pays africains. Et en tel, ils ont les droits des vieux et des morts. Est-ce que l'armée française a besoin d'une permission pour aller au Mali, au Togo, Ben? Absolument pas. Mais est-ce que l'armée française a besoin d'une permission pour aller en Philippines? Oui. En Inde? Oui. Partout, ils ont besoin de mandats. Mais l'armée française ne peut pas mettre les pieds en RDC. Ils ont besoin d'avoir une autorisation belge. La Belge n'a pas besoin de mandat pour envoyer ses militaires en RDC. Mais elle ne peut pas envoyer ses militaires au Rwanda. C'est un territoire français. Même pour l'Angola, avec le Portugal. Même chose. Nous devons réaliser cela. C'est un système qui a été maintenu pour nous maintenir dans ce que nous sommes. Et nous pouvons nous renier autant que nous voulons, aussi longtemps que nous ne réalisons pas les besoins de la reconstruction d'une monarchie. Nous sommes dans un état désespéré. Et aujourd'hui, l'expérience des années 60, des indépendances des années 60 est en train de toucher les bouts. Les pays africains ont fait faillite. Ces corporations, parce que ce sont des corporations, ont fait faillite. La RDC a fait faillite. Regardez la dette publique qu'elle doit. Ok? Pourquoi la dette publique? On nous raconte un temps de bêtises sur la dette publique. Maintenant, raisonner en tant que société cotée en bourse, en tant qu'une corporation, il peut avoir une dette parce qu'il emprunte l'argent sur le marché international. Mais l'argent qu'il est emprunté sur le marché international, c'est l'argent que les royaumes utilisent pour eux et que les pays doivent devoir rembourser. Maintenant, du moment où il y a mauvaise gestion de ces pays, qu'est-ce qui se passe? La dette prise par les royaumes ne sont pas remboursées et les pays déclarés font faillite comme toute autre société. Et les pays sont en faillite. La problématique du Congo est en train d'exploser et elle n'est pas la seule.
Elle n'est pas la seule. Nous sommes en train d'imploser. Les conflits humains sont en train de s'élever. Combien de morts? Des millions de morts. Il faut savoir que chaque mort, ça paye. Quand les gens meurent, ça paye. Chaque fois qu'un Congolais meurt à la bourse, ça gagne. La mort, c'est un business. La mort, c'est un business. C'est un grand business. Et le malheur qu'on est en train de voir en Afrique est en train de gonfler les poches de ces royaumes, de ces familles royaux, parce qu'ils sont en dette sur le marché international. Et des banques. Parce qu'il y a des côtés, il y a les banques et aussi il y a les royaux. C'est deux entités complètement différentes. Le monde financier, les banques, c'est des choses complètement différentes. Et d'où maintenant, il y a une nécessité de reprise, de retour à l'authenticité. On ne peut pas rentrer dans l'authenticité sans parler de la monarchie. En fait, il faut comprendre le vrai fonctionnement du pouvoir. Ce qui se cache vraiment derrière le gouvernement. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se battre en démocratie avec un système démocratique, politique, en sachant très bien que c'est pas le système qui est en haut de l'échelle, on va dire. Non, ouais, absolument pas. C'est un très bon point. Le système avec lequel aujourd'hui il y a à travers l'Afrique les combattants, la problématique du Congo qui se battent comme un système politique, eh bien c'est se battre avec les huissiers. Ce n'est pas lui qui prend les décisions. En fait, on a vu, les gens se sont battus contre Mobutu et puis Mobutu est mort, on a mis Kabila. Kabila a fait les tétis comme Lumumba avait fait les tétis, on l'a éliminé, on a mis son fils. On s'est battu contre les fils et il y a Tshisekedi, les mains. On va se battre, les gens vont se battre contre Tshisekedi, on va lui offrir un autre. Parce que c'est pas ça qui décide. C'est la monarchie qui décide. Il faut réaliser que nous sommes un État vassal. Et comment cela peut se changer? C'est la chose la plus facile. Il faut réorienter les peuples vers la monarchie ancestrale. Donner le pouvoir, la popularité de cette monarchie, disons, culturelle. La monarchie culturelle a le pouvoir d'abroger soit le code noir, soit les lois de 1885, et personne ne peut leur obliger, personne ne peut leur dire de non, mais on peut leur arrêter en imposant un régime démocratique et en leur coupant de leur peuple. La monarchie occidentale arrivée en Afrique a détruit la monarchie africaine, a pris leurs richesses, leurs biens et leur a arraché la chose la plus avec la plus de valeur, leur peuple. La monarchie africaine a perdu son peuple. Elle a disparu partout où elle a survécu dans le pays comme le Nigeria, les Bénin. Mais même s'ils ont survécu, ils n'ont aucun pouvoir sur les décisions de l'État. Parce que les gouvernements prennent leurs directives directement des monarchies occidentaux. Telle est la situation auquel nous devons répondre avec la plus grande capacité de réaction. Avec la plus grande capacité de réaction. Cette clé de lecture, je le répète encore, n'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai dit hier quand on a affronté l'émission sous la tutelle et la gestion de la monarchie occidentale, qui a été enregistrée, mais la qualité de la son n'a pas été merveilleuse. Nous allons peut-être la refaire nous allons peut-être faire sous-titre de la gestion de la monarchie occidentale 2, où nous allons reprendre les récits parce que bien des personnes se sont lamentées de la qualité du son, ça c'est vrai. Nous sommes ici appelés à revivifier la monarchie noire, la monarchie Kamit, couche Kamit, Congo. Elle n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train d'apporter quelque chose de nouveau. C'est comme votre chambre. Vous avez vécu dans votre chambre pendant 35 ans. Vous avez toujours rentré par la porte, mis au lit,
mis sur votre bureau et affacé à la fenêtre. Mais maintenant, pour une raison ou une autre, vous êtes contraint à monter sur les plafonds. Et par curiosité, vous plongez votre tête dans les plafonds et observez votre chambre pour la première fois du haut vers les bas. Eh bien, elle ressemble à quelque chose d'autre. Vous allez y voir des choses qui ont toujours été là. Mais c'est pas mal que vous n'avez jamais vu. Et c'est ce qu'analyse présente. Elle présente une vision différente de ce qui est notre monde. Elle ne la change pas, mais elle affronte sous un angle complètement différent. Notre regard a toujours été détourné de la monarchie. Oui, on nous a dit que les monarchies sont mauvaises pendant que tous les pays européens occidentaux ont une monarchie. Et on nous a dit qu'en fait, il fallait abandonner l'ancien pour apprendre les nouveaux. Pendant qu'il n'y avait pas de nouveaux. La démocratie, ça n'a rien de nouveau. Les sénats ont toujours existé depuis Rome. Les gouvernements, les présidents, les ministres ont toujours... Et on voit, regardez les films avec la table ronde, un truc, comment on appelle... tous les films où on parle de la couronne, non? Quand il y a un réunion des ministres, il y a quelqu'un qui pressiège et puis les rois viennent toujours en dernier. C'est lui qui pressiège ces réunions, c'est ça le président. Il préside. Il préside. Les présidents, c'est celui qui préside. Donc la solution a toujours été là, c'est juste que nous a divertis avec autre chose. Ouais, nous avons été divertis par autre chose. Et aujourd'hui, l'ère a sonné spécialement par rapport à la crise qui est en train de s'amplifier. Cette crise est portée à changer les choses sur une grande échelle. Nous avons le réchauffement climatique. Nous avons une grande crise économique qui va frapper, qui est en train de frapper, qui va s'alourdir encore avec les années. Nous avons enfin les conflits humains. Ces trois variables ces trois cycles sont en train de converger en un seul point. Et nous pouvons éviter la catastrophe à ces points en nous recomposant. En nous recomposant, en réalisant les vrais éléments et en nous lançant. Et là, je lance encore un appel à tous les jeunes. Ceux qui sortent des différentes chefferies africaines, d'aller étudier leur système, d'aller comprendre de quoi il s'agit. Il faut sortir de la philosophie où il faut refuser les pouvoirs royaux parce que, dites mauvaises, mais les pouvoirs royaux ne sont qu'un système de connaissances, de techniques et d'autorité. Connaissance des territoires, science, ainsi de suite. L'Académie de la culture noire kémétique offre une main tendue dans ce sens. Dans le sens où nous allons réformer ces paramètres-là et apporter un élément différent dans la compréhension de ces phénomènes. Nous nous offrons d'offrir un encadrement à ceux qui sont des royaumes. Nous allons travailler pour la mise en écriture d'un livre dont le titre est « Les devoirs et nécessités de la monarchie Kush Kamiteko ». La monarchie, ce n'est pas un titre de prestige, c'est un titre de responsabilité. Nous allons parler de la monarchie Kush Kemet Congo pour la distancier des autres modèles de monarchie basés sur le pouvoir irréprochable de ces souverains. Dans le monde Kamit, Kush Kamit Congo, les souverains est un anneau qui maintient uni. Et quand cet anneau a été coupé, brisé, eh bien on vit dans la décision. Nous allons présenter plusieurs, nous allons dans les jours qui viennent présenter plusieurs titres. Ne vous gênez pas à nous contacter pour des questions, des approfondissements, des suggestions
ou même votre participation. Nous voulons recevoir les histoires de ceux qui appartiennent aux familles royaux. Il n'y a pas seulement les royaux, il y a les princes, il y a les marquis, il y a des comtes. Nous voulons recevoir, ou ceux qui pensent appartenir à ces familles, ont des doutes par ce qui a été raconté, parce que les parents refusaient de prendre ce pouvoir. Nous allons donner l'exemple de notre reine de la République démocratique du Congo, la reine Diambi, une reine Congo, qui lui, malgré que son père avait refusé de prendre le pouvoir royal, parce qu'elle avait accepté les titres donnés par la monarchie occidentale, elle est sortie de sa zone de confort et elle est reprendre les titres royaux. Nous pensons dans les jours à venir, nous allons travailler avec la reine Diambi sur les devoirs, disons, je disais sur les devoirs et nécessités de la monarchie Couche Kamit Congo. Nous voulons codifier cela, rendre cela clair. Parce que nous devons relancer un monde nouveau. Nous devons relancer un monde d'un Couche Kamit Congo différent. Et nous devons savoir que le peuple Congo, c'est le peuple le plus grand. Pas en termes de grandeur, je parle en termes de nombre. Nous représentons les sujets à la couronne Congo. Les sujets à la couronne Congo peuvent être aujourd'hui classifiés comme les sujets en termes de nombre les plus élevés de tous les royaumes qu'il y a sur cette terre. Nous devons réaliser ces éléments-là pour être en mesure de pouvoir aller de l'avant. Nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette présentation. Nous allons nous arrêter ici, espérant avoir touché les cœurs de tout et chacun. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous écrire sur Culture Noire, culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com. Vous pouvez directement m'appeler au numéro 044 77 36 3D 09 59. Je laisse la parole de la fin à Okaneb Genève Rakotem. Pour conclure, on peut dire que la solution que nous cherchons depuis toujours ne se trouve pas là où on le pensait. Les outils ont toujours été devant nous, mais on nous a divertis avec des systèmes qui existent depuis toujours, qu'on nous a fait passer pour nouveautés, comme les gouvernements, qui en réalité sont eux-mêmes gouvernés par la monarchie. Alors maintenant, avec cette nouvelle information, c'est à nous de prendre conscience que la monarchie africaine est là et a toujours été là, et que c'est nous, le peuple, qui donnons le pouvoir à la monarchie. Donc, arrêtons de donner le pouvoir au gouvernement qui nous maintient en état d'esclaves et donnons le pouvoir à ceux qui sont là, parmi nous, qui sont comme nous et qui sont là pour justement nous représenter. Doa Netcher. Doa Netcher, Doa Amonra, Doa Ner